Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant 1 heure en compagnie de ma camarade, ma chère Ombline. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Bonjour bon à tous. Week-end, puisque hier nous ne sommes pas vus. Oui, effectivement. Bon, ça a été, tout va bien. Vous êtes en forme ? C'était une belle émission. Oui, excellente forme, merci. Parce qu'aujourd'hui, pendant cette heure, nous allons partager vos expériences de vie, celles qui vous ont marqué, celles qui vous ont forgé. Votre vécu nous intéresse. Parfois, le travail peut conduire à une profonde dépression. C'est ce qu'on appelle le burn-out ou le syndrome d'épuisement professionnel. 36% des Français en auraient été déjà victimes en 2017 selon la CFDT. Harcèlement moral, surcharge de travail, manque d'effectifs. Les raisons sont nombreuses pour expliquer qu'un beau jour, il n'est plus possible de travailler. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le burn-out se caractérise par un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. C'est un syndrome encore très mal reconnu et parfois les conséquences peuvent être dramatiques. Le burn-out, comment s'installe-t-il ou comment peut-on s'en sortir ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter. Et on vous écoute au 39 21 50 centimes la minute. On vous lit aussi sur Twitter, #Europe 1 via le groupe de l'émission. N'hésitez pas sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons au 39 21 Lydia. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Lydia. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour, quel âge avez-vous ? Alors moi j'ai 32 ans. Oui, et vous nous appelez d'où ? Alors je vous appelle de Morangis dans le 91. D'accord. Alors, Lydia, vous avez été pendant plusieurs années responsable culturelle d'une grande ville. Que faisiez-vous exactement ? Alors moi j'étais donc responsable des affaires culturelles, j'avais en charge toute la programmation artistique, les spectacles, les expositions, toute la partie événementielle. Et puis j'avais en charge 2 écoles municipales, une de danse et une de théâtre. D'accord. Et vous travailliez beaucoup donc à cette époque. À quel rythme ? Alors c'était énormément, c'était toute la semaine, pratiquement tous les week-ends. Donc comme j'étais responsable, j'enchaînais les réunions avec les élus, les événements de la semaine, la préparation, les week-ends, puisqu'on avait beaucoup d'événements. Mmh. Et quels ont été les premiers symptômes donc que vous avez sentis et qui montraient que vous étiez en train de vaciller ? Alors je vous avouerai que c'était le dos. Je pense que le dos a énormément parlé. J'étais bloquée, je tombais de plus en plus malade. J'avais beaucoup de boutons, vous savez, des boutons de fièvre, des boutons de stress. Vous n'en aviez jamais eu avant ? Non. Non. Donc je commençais vraiment à avoir des symptômes que je n'avais jamais ressentis avant, avec beaucoup de fatigue, beaucoup de pleurs aussi. Je stressais très vite et je me mettais à pleurer pour tout et n'importe quoi. Même une petite réflexion pouvait me faire craquer. Et puis j'ai aussi eu la chance d'avoir des collaboratrices autour de moi qui me faisaient état des choses, qui me disaient attention Lydia, là tu en fais trop, attention on t'en demande trop, il faut que tu freines. Et là j'ai commencé un petit peu à paniquer. On évoque souvent dans le burn-out l'entrée dans une sous-estime de soi-même. Est-ce que c'est ce qui vous est arrivé à vous aussi ? Ça a été complètement le cas. Dès lors où je me suis effondrée dans ce bureau, j'ai pensé que tout était de ma faute. C'est-à-dire que vous avez une culpabilité incroyable, surtout quand vous êtes en arrêt maladie, donc du coup vous ne pouvez plus produire au travail. Donc vous avez vraiment le sentiment de ne servir à rien. J'avais vraiment le sentiment que toutes ces années d'expérience, toutes ces années d'université, tout ce que j'avais pu faire, j'avais le sentiment que c'était que j'avais finalement pas réussi et que je méritais pas tout ça et que j'étais vraiment nulle. Et j'en étais même à me dire que mon travail avait réussi à me remettre même en question sur ma propre vie, ma propre existence. Oui, justement, quel impact cela avait-il sur votre vie personnelle à ce moment-là ? Alors malheureusement, je n'avais plus de vie sociale puisque j'étais tout le temps sur les événements. Donc le week-end, j'avais pas de moment, on va dire, de famille. J'étais souvent absente sur les réunions de famille. Ouais. Je pouvais même pas avoir, vous savez, le côté le vendredi soir avec le fiancé pour aller au cinéma, pour aller au restaurant. Ça malheureusement, j'ai pas pu y bénéficier. Et le jour où mon fiancé m'a fait comprendre que la limite était dépassée, là j'ai commencé à comprendre qu'effectivement mon travail prenait beaucoup trop de place dans ma vie, dans ma vie privée. Finalement, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que vous n'arriviez pas du tout à déconnecter du boulot le soir, le week-end ou en vacances. Est-ce que vous aviez conscience que vous perdiez pied ou que vous étiez dans une sorte de déni à ce moment-là ?
Alors, un grand déni. Ça a été vraiment j'ai pris conscience quand je suis tombée. Et c'était malheureusement trop tard. J'ai commencé à paniquer quand je me suis rendu compte que je regardais mes mails à 6h du matin. Ça a été, ça a commencé à me faire un petit peu peur parce que je pouvais pas m'en empêcher de parfois même répondre à des artistes à 6h du matin. Et au départ, vous êtes dans un grand déni. C'est-à-dire que vous êtes plongé dans le travail, il faut produire. En plus, quand vous êtes dans le milieu de la culture, on est une vitrine. Donc, on n'a pas le temps de se poser. Vous avez un spectacle le 12, il faut que ce soit programmé, il faut que ce soit préparé, et on y va. Donc, et je pense que je me suis aussi perdue dans ça. Et j'étais vraiment dans un déni. Pourtant, j'ai eu des moments où je vous avouerai que j'ai commencé aussi à alerter. Un jour, ça a été quand même le blackout pour vous, Lydia. Vous avez compris que c'était un burn-out que vous étiez en train de vivre, et est-ce qu'on a mis des mots sur votre mal-être? Alors, j'avais des proches collaboratrices qui me disaient attention Lydia, tu es en train de montrer des signes un peu de dépression, tu pleures beaucoup, attention, là c'est en train de t'affecter, c'est en train de te toucher. C'est quand je suis tombée que le médecin et la sophrologue m'ont dit vous êtes en train de faire un burn-out et vous êtes en train de rentrer dans la spirale de la dépression. Et j'étais encore dans le déni puisqu'apparemment, et je m'en suis pas rendu compte, apparemment je continuais à dire qu'il fallait absolument que je retourne le lendemain. Ouais. Il fallait absolument que j'aille boucler les dossiers parce qu'on avait des événements. Donc j'étais encore dans ce déni. Et c'est quand j'ai été en arrêt maladie, quand je suis restée chez moi, enfermée chez moi, là j'ai compris. J'ai compris ce qui m'arrivait, quoi. Vous êtes resté plusieurs mois en arrêt maladie. Depuis, vous avez remonté la pente. Aujourd'hui, vous travaillez à nouveau ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une toute petite anecdote que je tenais absolument à vous dire, en tout cas à témoigner. C'est qu'en fait, quand j'ai fait mon burn-out, on m'a donné l'opportunité. Enfin, j'ai des amis qui se sont beaucoup mobilisés pour me faire remonter la pente. Et j'ai un ami qui m'a dit, écoute, Lydia, il y a une opportunité pour une grande enseigne de mode. Ouais. Et il s'avère que cette enseigne de mode, il y a quelques années, j'avais 20 kilos de trop et je rêvais de travailler pour cette enseigne de mode. Malheureusement, je n'avais pas le physique. Et là, si vous voulez, vous avez 20 kilos en moins. Vous êtes en dépression et on vous tend la main et on vous dit voilà, en gros cette ancienne enseigne que tu as tant idolâtrée t'ouvre les portes. Et j'ai saisi cette opportunité, c'est ça qui m'a fait relever. Finalement, ce qui est assez incroyable dans votre histoire, c'est que le travail vous a poussé dans ce burn-out, dans ce blackout, et que vous avez finalement remonté la pente grâce au travail. Donc c'est plutôt une morale, et vous vous sentiez sans doute mieux dans ce dernier travail. Merci mille fois Lydia pour votre témoignage au 3921. Dans un instant, nous serons avec Paula, qui elle est policière et qui a elle aussi fait un burn-out. Et Chris nous écrit sur Facebook, Chris est en plein dedans, l'issue est très difficile à trouver. Aller chercher la solution au fond de nous, parfois la patience me manque, faire face à l'incompréhension de l'entourage et à la non-reconnaissance de cet état d'épuisement par les experts psychiatres qui continuent de vouloir nous mettre dans la case dépression. Il faut se faire aider, échanger avec sa famille en premier, et échanger, surtout ne pas être dans le déni. Europe 1. Vous avez été victime d'un burn-out, l'un de vos proches, usé petit à petit à cause de son travail, le 3921 pour vous exprimer sur l'antenne d'Europe 1. Vous pouvez aussi nous écrire, nous poser vos questions, vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 3921 pour nous appeler, pour nous raconter comment vous avez été victime d'un burn-out, comment vous avez assisté à la descente aux enfers d'un de vos proches. Écrivez-nous sur Twitter, hashtag Europe 1. Et nous avons eu Lydia au 3921 qui nous expliquait qu'elle a longtemps été dans le déni jusqu'à ce que le burn-out la rattrape. Nous sommes maintenant avec Paula qui a vécu quelque chose de similaire. Bonjour Paula, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Olivier. Quel âge avez-vous Paula ? 43 ans. Alors vous êtes policière depuis 98 et c'est en 2006 que vous avez connu les premiers symptômes d'épuisement professionnel. Ça s'est traduit comment à l'époque ? Ça s'est traduit exactement comme il y a, par un mal de dos, par une douleur insupportable et aussi bien physiquement que moralement. Vous travaillez de nuit vous en plus, il vous arrivait de faire de la nuit ? J'étais à la journée, je suis passée à la nuit, mais oui, j'ai surtout fait de la nuit. Oui. D'accord. Vous vous sentiez en détresse. Décrivez-moi quel était votre état en fait psychologique. Alors on se sent impuissant, on se sent fatigué, oui. On se sent mal à l'aise, on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire, que personne peut vous aider, que personne ne voit ce qui se passe et qu'on n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête, mais en même temps, on se dit que non, il faut pas que ça se voit. On veut le cacher en même temps. On le nie.
Il y a un déni là-dessus. Ouais. On ne peut pas montrer aux autres. Vous étiez beaucoup dans la sous-estime de vous-même, hein, comme Lydia. Oui, tout à fait. Alors ça, et puis par contre, moi dans mon boulot, on n'est pas là pour être encouragé. Donc les collègues, oui, ils sont là pour vous, mais la hiérarchie, il n'y en a pas un seul qui essaie de vous rattraper ou qui essaie de vous relever. Vous en avez fait part à votre hiérarchie de ce début de dépression, de détresse? Oui, j'ai essayé, puis on m'a dit avant de vous mettre... donc j'ai essayé avant de me mettre en maladie, et quand je me suis mise en maladie, quand mon médecin m'a mise en maladie, on me dit il fallait venir toquer à notre porte. Je dis c'est ce que j'ai fait. Vous auriez peut-être voulu que je vienne avec mon arme sur la tempe et que je toque à ce moment-là. Mais, voilà, ils n'ont pas su l'entendre. Vous vous êtes rendu compte vraiment que ça n'allait pas, comme Lydia, hein, en parti en vacances, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème. Vous avez donc vu un médecin en rentrant de vacances qui vous a envoyé au Courbat. Qu'est-ce que c'est que le Courbat? C'est un établissement qui a été fait par des fonctionnaires de police, par des CRS, oui, et qui aide les fonctionnaires de police en particulier, mais aussi les gens de la région centre, à se soigner, mais à essayer d'aller mieux. Ils vous donnent des médicaments, bien entendu, vous avez un entourage médical, oui, mais le meilleur soin, la meilleure thérapie qu'il y a là-dedans, c'est de voir d'autres personnes et de pouvoir parler avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous. Et là, vous vous apercevez que vous n'êtes pas le seul, alors qu'au début, vous dites il n'y a que moi qui suis comme ça, c'est pas possible, je pète un câble. Vous avez ressenti cette même détresse, cette même impression d'être lâché par sa hiérarchie, en tout cas d'une hiérarchie qui ne veut pas entendre parler de burn-out au Courbat, puisque je sais que vous avez rencontré beaucoup de policiers qui étaient dans le même cas que vous, hein? Oui. Et quelques-uns sont suivis par la hiérarchie, mais très très peu. Mais moi, c'est vrai que la mienne avait été complètement absente, même après le Courbat. Hein. J'ai jamais eu un seul mot de soutien, pas bien. Vous avez dû compter sur vous-même, hein. Et je sais que vous avez quand même été épaulé au Courbat fortement. Vous y avez trouvé de grandes amitiés, hein, me semble-t-il. Oui, on se lie vraiment de liens assez forts, c'est vrai. Alors, comme Lydia, hein, puisque aujourd'hui, je sais que vous avez retrouvé du travail. Enfin, retrouvé du travail. Non, vous avez repris le travail puisque vous êtes toujours fonctionnaire de police. Comment ça se passe aujourd'hui? Vous vous sentez plus forte ou est-ce que le burn-out, on le garde, on en garde des traces? Moi, j'ai envie de vous dire que le burn-out, je suis pas sûre qu'on en guérisse. On peut peut-être aller mieux, mais je suis pas sûre qu'on en guérisse. Et aujourd'hui, oui, j'ai été mutée dans le sud de la France grâce à 2 personnes formidables. Oui. Et non, je vois encore les collègues qui souffrent, les collègues qui sont débordés, qui ont la pression parce que justement il y a trop de boulot, ils sont surmenés et qu'on n'est pas assez d'effectifs. Et aujourd'hui, j'en suis à me demander, est-ce que je ne vais pas changer de métier? Vous savez que vous pouvez vous défendre. Aujourd'hui, vous avez quand même appris à vous défendre, à moins être finalement blessé par ce que peut vous amener votre travail et donc amener au burn-out. On sait qu'on peut être, on le sait qu'on peut surmonter. On n'entend jamais être guéri, ça je le dis encore. Mais rien n'empêche qu'un petit déclic et vous recraquez. D'accord. Merci beaucoup Paula pour votre témoignage au 3921. Dans un instant, nous allons accueillir Léa Riposa. Elle est présidente de l'association France Burnout. Et vous aussi, comme Paula, vous avez fait un burn-out. Europe 1. N'hésitez pas à nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons du burn-out, ce syndrome d'épuisement professionnel, un épuisement physique auquel vient s'ajouter l'épuisement émotionnel. Vous nous racontez votre histoire au 3921. Nous sommes maintenant en ligne avec Léa Riposa, présidente de l'association France Burnout. Bonjour et soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Léa. Bonjour et merci à vous de nous accueillir. Non, mais c'est nous qui vous remercions parce que le burn-out est aujourd'hui quelque chose qui n'est pas encore bien reconnu. On va le voir et on a besoin d'avancer sur cette question. On a l'impression que lorsque le burn-out s'installe, les victimes sont d'abord dans un déni total. Léa, pourquoi ? Alors, je ne suis pas vraiment d'accord avec le terme déni. Il est quand même assez culpabilisant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le burn-out est une pathologie. Oui. C'est un processus de dégradation de l'état de santé et cela commence toujours par des symptômes très physiques qui, a priori, ne veulent rien dire. D'accord. Nous sommes une communauté de patients, une association à but non lucratif et on a débuté une enquête basée sur le volontariat, une enquête pour comprendre la critériologie, le déroulement des faits, les éléments déclencheurs, le parcours du patient et quelles sont les
les améliorations à apporter. Et la première chose à comprendre, c'est que ça commence par des symptômes physiques qui, a priori, ne doivent pas susciter d'alerte en particulier. Ne nous mettent pas spécialement sur la route, enfin, en tout cas sur le chemin du burn-out. Est-ce qu'être dépassé et épuisé par son travail signifie forcément que on fait un burn-out ? Non, et toute souffrance au travail, elle est malheureusement commune. Toute souffrance au travail, toute fatigue n'est pas forcément un burn-out. D'accord. Un burn-out, c'est par des phases. Donc ça commence par ce que j'ai tendance à appeler familièrement une lune de miel. On a pris un poste où on a un poste à vocation, où on a eu une promotion, et donc on est dans un enthousiasme qui est légitime, qui est compréhensible, et donc on donne beaucoup de soi. Ça peut durer très longtemps, cette charge de travail, oui. Sans qu'on tombe malade. On tombe malade parce qu'il n'y a pas de pause. Vous parlez de déni, donc il y a ces symptômes qu'on ne reconnaît pas. Et dans les témoignages, alors ce que j'aime beaucoup dans votre intervention, c'est que vous allez au bout des choses. Ça n'est pas toujours le cas. Et donc il faut bien comprendre que le salarié, le travailleur, il n'est pas seul. Vous faites allusion à la hiérarchie, là ? À la hiérarchie, oui. C'est-à-dire que on a recueilli en décembre 2017 1400 témoignages uniquement de patients. Oui. Donc je pense qu'on a un petit recul. Sur 1400 témoignages, il y avait 5 personnes qui reconnaissaient avoir un problème avec le travail. Ça s'exprime de la façon suivante. Une personne nous écrit « J'ai un problème avec le travail. À chaque fois que je prends un poste, je fais un burn-out parce que je donne tout. » Oui. Donc, il a trouvé le thérapeute qui l'a soigné sans médicaments et qui l'a aidé à faire sauter ce petit verrou et à avoir de nouveau, pour la première fois, une relation normale avec le travail. Il n'y a que 5 témoignages de personnes qui ont un comportement un petit peu excessif. Dans les 2 cas que vous avez cités, Lydia et Paula, Oui. donc des témoignages forts et qui méritent le respect, Paula est en danger, elle a un métier exigeant qui est mal compris. Ce sont des personnes qui se lèvent le matin en disant on va protéger, on va aider les autres, et qui sont victimes de toutes sortes de violences, et qui sont parfois, comme elle le disait, lâchées par la hiérarchie. Lydia, elle, son travail fait qu'elle est souvent sollicitée. Mais j'ai envie de dire que fait la hiérarchie en imaginant qu'on ait affaire à un collaborateur qui est particulièrement enthousiaste, qui adore son travail, qui a envie de travailler le week-end alors qu'on ne lui demande rien. Oui. La hiérarchie, elle est quand même là pour informer, pour recadrer. Donc nous, ce qu'on Elle est là voit, pour limiter aussi. Elle est là pour limiter, enfin mettre des limites dans ce travail, c'est ce que je veux dire. Donc finalement, ce que vous dites vous, c'est qu'elle encourage ce type de comportement, c'est-à-dire qu'on pousse encore plus au travail. Alors pousser non, mais il y a un déni du côté peut-être ou une méconnaissance du côté de la hiérarchie. Après tout, j'ai un collaborateur qui fait bien son travail, parce que souvent ce sont des personnes compétentes, expertes, et donc il en fait plus, pourquoi pas, après tout. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a une sorte de responsabilité, j'allais dire commune ou collégiale, mais l'entreprise n'est pas un centre de soins. Il faut quand même dire une chose, c'est que la maladie, cette pathologie n'étant pas officielle, elle n'est pas enseignée en faculté de médecine, sauf erreur de ma part. Elle est aujourd'hui enseignée dans les écoles de sciences sociales, les écoles de commerce. Donc ça, c'est quand même vraiment une lacune. C'est-à-dire que quand vous allez voir votre médecin, pour le coup, là, on n'est pas dans le déni, je vais voir mon médecin, qui va vous dire « Oh, c'est encore un coup de fatigue, c'est rien, ça va passer ». Justement, Léa, c'est une maladie encore très peu reconnue, parce que 36% des Français auraient connu un burn-out. On va vous reprendre en ligne, vous restez avec nous. On expliquera aussi à travers les témoignages, et vous allez échanger avec les personnes qui témoignent dans la suite de l'émission, justement, comment soigner aussi une victime de burn-out. On se retrouve dans quelques instants, Léa. Europe 1. C'est le mal professionnel de notre siècle. Vous avez été victime d'un burn-out. Venez nous raconter au 39 21. Vous réagissez, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Olivier Delacroix sur Europe 1. Épuisé au travail, vous avez craqué, vous avez été victime d'un burn-out, l'un de vos proches peut-être. Venez nous raconter. Olivier Delacroix vous écoute au 39 21. Et nous sommes toujours en ligne avec Léa Reposa, présidente de l'association France Burnout. Léa, y a-t-il des professions qui sont plus exposées que d'autres au burn-out, ou des personnalités, des profils ? Alors, parmi nos adhérents et parmi nos témoins, donc je le rappelle, 1400 témoignages à décembre 2017, il y a autant de femmes que d'hommes, oui. Autant de cadres matures que de jeunes recrues, autant de ruraux que d'urbains. Donc j'ai envie de dire que le burn-out étant une pathologie professionnelle, tout travailleur est susceptible d'être touché par
le burn-out qui en fait, alors on parlait de déni tout à l'heure, hein. Les premiers symptômes sont physiques et en fait le burn-out techniquement, physiologiquement, c'est un certain nombre un faisceau de symptômes qui sont les symptômes du stress, d'un stress professionnel qui devient chronique. Donc à partir de là, chaque profession est susceptible, chaque travailleur est susceptible d'être touché par un stress professionnel. Donc cela finalement peut toucher tout le monde, hein, cadre ou jeune qui commence dans n'importe quel milieu professionnel. Justement, nous allons en parler avec Anaïs que nous accueillons au 3921. Bonjour Anaïs. Bonjour. Vous avez quel âge Anaïs ? J'ai 40 ans. 40 ans. Vous nous appelez d'où ? En Hauts-de-France. D'accord. Votre mari était aide-soignant en EHPAD et il était passionné par son métier, hein, Anaïs. Comment avez-vous senti qu'un mal-être s'installait en lui ? Au début, moi, je l'ai pas vu. Je me suis rendu compte qu'il maigrissait, mais il avait demandé une nouvelle formation, voilà, pour sortir, je pense, de l'EHPAD, mais ça, je m'en étais pas rendu compte non plus. Et puis, il a craqué. Il a complètement craqué. Oui. Donc il s'est retrouvé en arrêt et au bout de 3 semaines on a pu commencer à en discuter et il a pu me dire qu'il ne supportait plus son travail, quoi. Il n'en pouvait plus. Bon, je suppose que ça vous a beaucoup inquiété. Comment se comportait-il avec vous quand il a commencé à sombrer, avant qu'il vous en parle justement ? Plutôt comme si super actif, comme si de rien n'était. Voilà, il le montrait pas en fait. Voilà, et, alors il maigrissait, mais. Est-ce qu'il lui arrivait d'être agressif après vous Est-ce qu'il n'avait pas de patience ? Après. Après. Ouais, c'est venu après, oui. Ouais, d'abord une grosse période de dépression, où il pleurait, ou après il allait vraiment pas bien du tout. Et après est venue une sorte d'agressivité et de haine de tout ce qui pouvait toucher à son ancien métier. Vraiment tout est ressorti au fur et à mesure. Et donc oui, après de l'agressivité même envers sa famille, jamais envers les enfants. Et puis, qu'est-ce qui vous inquiétait le plus dans son comportement ? C'était qu'il maigrissait ou qu'il ne se sentait plus capable de travailler ? Non, c'était pas qu'il maigrissait, c'était qu'il sombrait. Enfin, moi, je le voyais sombrer à petit feu. Voilà, il se levait. Enfin, il a toujours, tout au long de sa dépression, il s'est levé le matin, tout quand même, parce qu'il a toujours été un super papa. Et voilà, pour les enfants, ça le tenait, mais c'était plus possible. On évoque souvent une incapacité, justement, on est comme bloqué sur son canapé ou dans son lit. On est incapable d'aller au travail. Est-ce que c'est ce que vous avez vécu avec votre mari ? Il faisait rien de ses journées. Rien. Donc il prenait ses médicaments et puis sa journée passée en fait. Et quand je rentrais ou alors quand il avait un gros coup de mou, il avait un peu picolé quoi. Parce que voilà. Quelle décision vous avez prise pour vous en sortir ? Il y a eu les grandes vacances et on est parti parce que il faut savoir que en tant que fonctionnaire, parce qu'il était fonctionnaire, au bout de 6 mois de traitement, on passe à demi-salaire et pour que les assurances se mettent en place, il faut un peu de temps. Mais on a quand même réussi, on est parti dans la famille, quelqu'un nous a prêté un appartement, on est parti 1 mois en Bretagne et avec les enfants et on s'est retrouvés et à la rentrée, je lui ai donné un ultimatum. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Alors peu importe, mais qu'il fasse quelque chose de ses journées. Et il s'est inscrit dans une maison d'association. Je crois que ça a été important pour lui. Ah oui, la maison pour tous, ça a été vraiment quelque chose de capital parce que ça lui a permis de reprendre confiance en lui, de montrer ses savoir-faire. Qu'il était capable. Et puis ça lui a donné un but surtout. Le matin, nous on partait, les enfants partaient à l'école, moi je partais au travail, et lui partait à la maison pour tous, au jardin ou à la cuisine, où il y avait toujours à faire. Et donc il se levait le matin avec un but en fait. Voilà, donc ça a été très salvateur pour lui, ça. Ah oui. Où en est-il aujourd'hui ? Il a repris le travail, plus en EHPAD. D'accord. Oui, il ne travaillera jamais. Que fait-il aujourd'hui ?
Il travaille aux espaces verts, en fait. Voilà, il a été recyclé. C'était un dur combat parce que il ne voulait pas perdre son emploi. Il ne pouvait plus l'exercer. Il ne pouvait plus travailler en EHPAD. Ça, c'était plus possible. En tout cas, écoutez, encore une fois, on voit que par le bénévolat, dont nous avons traité il y a quelques semaines, ça a été très salvateur pour lui et qu'aujourd'hui, il fait un travail qui lui plaît. Ça ressemble un peu aussi à ce que nous a raconté Lydia en toute début d'émission. Merci beaucoup Anaïs pour votre témoignage. Léa Riposa, vous restez avec nous. Nous allons accueillir dans quelques instants Ilma qui souhaite alerter sur les dangers du burn-out depuis que son mari a mis fin à ses jours alors qu'il était au cœur de la maladie. Et là, elle témoigne sur Facebook. Le burn-out, alors déjà tu n'as plus d'essence, mais en plus c'est comme essayer de rouler sans huile dans le moteur, ça casse tout, il faut tout reconstruire. C'est un vrai sujet de société, on n'en parle pas suffisamment. Europe 1. Le burn-out, vous en avez été victime, l'un de vos proches, vous en avez été témoin, venez nous raconter. 39 21. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Au travail, vous ne comptiez ni vos heures ni votre énergie dépensée. Vous avez été victime de burn-out. Venez échanger avec nous 39 21 pour nous appeler. Et nous accueillons sur notre antenne Ilma. Bonjour Ilma et merci de prendre votre temps pour nous raconter votre histoire. Vous avez vécu un événement terrible le 25 février 2013. Votre mari, qui était cadre sup à la Poste, a mis fin à ses jours. Il venait d'être placé en arrêt maladie. Que s'est-il passé pendant cet arrêt maladie? Bonjour Ilma d'abord. Oui, bonjour, comment vas-tu? Ça va, très bien. Oui. Pendant son congé maladie, comme il y avait des deadlines à observer, ils étaient face, déjà son équipe était réduite à moitié. Oui. Ils devaient faire face à des deadlines et le tenir. Et donc, pendant son arrêt maladie, il a continué à travailler pour respecter ces deadlines. Malheureusement, son arrêt maladie a duré que 10 jours, Olivier. Oui. Parce que c'est pour ça que c'est encore une enquête judiciaire. Qui dure depuis 6 ans, je crois. Oui, qui dure déjà depuis 6 ans et que j'ai pas porté plainte parce que l'enquêtrice a dit je vous conseille de ne pas porter plainte tout de suite et de nous laisser faire notre travail. Donc j'ai écouté la capitaine et de garder confiance malgré tout dans la justice, bien que ce genre de dossier soit souvent considéré comme trop compliqué. Il finit par être classé sans suite au bout de 2 à 3 mois. Mais qu'a dit l'enquête finalement? Est-ce qu'elle a montré l'enquête que votre mari, pendant son arrêt maladie, avait été harcelé par sa hiérarchie et qu'il avait reçu des centaines d'emails, de SMS qui l'ont poussé vers l'irrémédiable? C'est plus compliqué que ça. Moi, je considère que le temps avant son congé maladie et le 6 mois qui ont précédé son congé maladie, c'est là où petit à petit le burn-out, comme une gangrène, a pris part de son corps, et le congé maladie, c'est juste la chute brutale de presque la fin maladie, parce qu'il avait quand même perdu énormément de kilos, il était au bout, il a dit quelque part malheureusement, parce que bien entendu on a regardé nous tous surtout ma fille dans son iPhone, il a dit dans un SMS à son chef de l'époque, dit « Je suis au bout du rouleau ». On sait que pendant cet arrêt maladie, il a mis fin à ses jours. Depuis, vous vous battez pour la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. On sait que ça a beaucoup de mal à avancer. J'ai une dernière question à vous poser, Ilma. Vous dites qu'en France, le problème, c'est que le burn-out est perçu comme une maladie de perdant. Que voulez-vous dire par là? Oui, malheureusement, je l'ai dit il y a très longtemps, il y a 6 ans, pas exactement, ou 5 ans, et malheureusement, j'ai fait très peu
progrès pour changer la mentalité. Un burn-out ignoré est une famille brisée à jamais, Olivier, à jamais. Et maladie de perdant, qu'entendez-vous par là? Le patient lui-même ne veut pas s'avouer parce que ici, que ce soit à l'entreprise ou dans le monde agricole ou à l'hôpital ou à la police, quand tu avoues que tu es rentré dans un burn-out suite à une surcharge de travail ou des formes de stress excessif, tu passes pour un faible. En permanence, tu passes pour quelqu'un, déjà en France, on le pousse vers une maladie psychologique. Tandis que ce n'est pas une maladie psychologique, ce n'est pas une pathologie psychologique. C'est un épuisement physique d'abord. Donc finalement, lorsque vous parlez de maladie de perdant, vous parlez de la maladie de ceux qu'on considère comme des gens fragiles, des gens faibles. Oui, personne veut être fragile, personne veut être parce que dans son équipe, par contre, ils ont vu le déclin, mais personne n'a osé le dénoncer à la RH par crainte que Nicolas serait mis direct au placard. Parce que c'est ça, malheureusement, le sort, soit de la poste, soit de placard, et non seulement à la Poste, mais dans des autres grandes entreprises. Je rappelle que Ilma, votre mari, donc lorsqu'il a mis fin à ses jours, était cadre supérieur à la communication de la Poste, et que depuis vous vous battez pour faire avancer le combat pour que cette maladie soit enfin reconnue. Merci pour votre témoignage précieux, Ilma, car je sais que cela vous coûte à chaque fois d'en parler. Nous accueillons dans quelques instants Aude, qui elle aussi a tenté de mettre fin à ses jours à cause d'un burn-out. Europe 1. Une surcharge de travail, un stress important, un manque de considération vous ont mené au burn-out. Venez échanger avec Olivier Delacroix au 39 21. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons du burn-out. Fatigué, usé par votre travail, vous témoignez au 39 21 et on continue d'en parler avec vous. Paraître Chris avec la marcheuse. Merci d'écouter Europe 1. Vous êtes victime d'un burn-out. Venez nous raconter comment et pourquoi vous avez craqué. Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Aude Célie. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Aude. Bonjour Olivier, bonjour à tous. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous ? Alors je vous appelle d'Île-de-France et j'ai 39 ans aujourd'hui. D'accord. Alors vous étiez gestionnaire des ressources humaines et votre burn-out a failli vous tuer. Quels ont été les premiers symptômes de ce burn-out ?
C'est pas très compliqué, ça a été les troubles du sommeil en fait, parce que dès que je suis arrivée, j'ai fait quasiment 2 ou 3 nuits blanches et le suivant en fait qui a été le gros signal, c'est la névralgie cervico-rachale qui est arrivée 6 mois après mon entrée. Alors vous avez écrit un livre qui s'appelle Quand le travail vous tue, histoire d'un burn-out et de sa guérison. Vous racontez que vous ne cessiez de vous sentir nul, vous vous sentiez coupable de quoi exactement, de ne jamais en faire assez? C'est pas compliqué. Je pense qu'à un moment donné, il faut pas trop être hypocrite parce qu'on vit dans une société du culte de la performance. Donc oui, le fait de pas forcément arriver à ce que je voulais, c'était je suis pas assez bonne. Par exemple, quand j'ai mal au dos, je suis en train de me dire ça se trouve c'est moi qui dors mal, c'est moi qui me pour mauvaise position, etc. J'ai jamais fait le rapport avec le travail au départ. J'ai dit que c'était moi le problème. Et pendant la pub, Ombline et moi échangions et Ombline, vous me posiez une question par rapport à justement arriver jusqu'au point de vouloir se donner la mort. À quel moment ça vous a frôlé, ça? Franchement, en fait le burn-out c'est un épuisement physique, mental et émotionnel. Et en fait c'est mon cerveau qui a grillé tout simplement parce que j'ai eu tellement de non, j'ai tellement donné d'efforts, j'ai tellement donné tout ce que je pouvais, j'ai tellement pas eu de reconnaissance, etc. que en fait il y a eu un non de trop. Et en fait, mon cerveau a grillé, c'est là où le soir même, c'était pas prémédité en fait. Je voulais pas mourir en soi, mais je voulais arrêter ma souffrance immédiatement. C'est exactement ça. Vous avez mis les mots souvent lorsque j'ai rencontré des victimes de burn-out. C'est arrêter la souffrance. C'est ça, parce qu'elle est tellement énorme cette souffrance et qu'on ne veut plus la sentir. Oui, puis on peut pas revenir, ce n'est pas possible. Je ne voulais pas revenir au travail, c'était pas possible. Donc il fallait que je trouve la meilleure solution. Je devais me faire opérer, j'avais une anesthésie générale, je voulais pas me réveiller, j'ai pris ma boîte de cachet avant et puis. Qu'est-ce qui vous a sauvé, Aude? Ce qui m'a sauvé, c'est la personne avec qui je vis. C'est-à-dire que le jour où, j'ai pris mon brancard, donc j'avais pris la boîte de médicaments, je devais me faire opérer et en fait, je sais plus si elle dit le mot maman ou le mot mère. Sa maman était morte d'un cancer 4 mois avant. Je me suis dit, je peux pas lui faire ça. Donc je suis partie me faire venir avant de rentrer dans la salle d'opération. Alors aujourd'hui, vous, comme Ilma, vous dites que ce qui aurait pu vous empêcher de sombrer, c'est de savoir ce qu'était le burn-out. Vous faites aujourd'hui de la prévention. Que dites-vous dans le cadre de vos interventions à ceux qui viennent vous écouter? La première chose que je dis, c'est que la pathologie du burn-out, c'est la maladie des forts. Enfin, je dis que c'est des personnes, contrairement à aux gens qui ne connaissent pas ce que c'est, les personnes qui font des burn-out sont des personnes qui sont hyper engagées, qui adorent leur boulot. C'est des gens qui n'ont qu'une envie, c'est d'aider justement l'entreprise, et d'où le fait que l'entreprise les utilise finalement. Donc, je leur dis, voilà, c'est la maladie des forts. Ne vous remettez pas en question en disant que vous n'êtes pas bon. Je leur dis aussi que c'est lié au stress donc de l'entreprise, à la mauvaise organisation. Et que en gros ils essaient de faire ce qu'ils peuvent dans un contexte où toutes les choses font qu'on est obligé de donner tout pour y arriver. Et qu'on ne peut pas tout faire. Merci beaucoup Aude Célie pour votre témoignage. C'est vrai qu'on aurait pu encore parler de ce burn-out. Merci aussi pour votre témoignage Lydia, Paula, Léa, Riposa, Anaïs et Ilma. Merci de nous avoir rappelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vos témoignages, nous en savons plus sur le burn-out, qui est une maladie professionnelle et qu'elle commence enfin à être reconnue comme telle, mais petit à petit. Personne n'est à l'abri de ce syndrome d'épuisement professionnel et ces symptômes ne doivent pas être pris à la légère. Dans le burn-out, on l'a vu, on est souvent soi-même son propre ennemi. Alors il faut se faire aider, essayer de ne pas repousser sans cesse ses limites et sortir du déni. Il existe aujourd'hui des associations comme France Burnout qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à consulter un médecin du travail dès que vous sentez des mal au dos, une fatigue, soit aussi un psychologue si vous sentez que vous perdez pied. Vous pouvez continuer à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux où on réagit beaucoup et où vous trouverez peut-être aussi des gens avec qui échanger sur le problème. Oui, et vous pourrez aussi échanger ce soir, continuer avec Sophie Peters, la libre antenne d'Europe 1 de 22h30 à 1h du matin. Europe 1. Demain,